Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Christine Carrier, je suis la directrice de la Bibliothèque publique d'information et je suis très heureuse de lancer avec vous la 5e édition du Festival Effraction, Festival de littérature contemporaine dont vous allez pouvoir vous délecter pendant les 5 jours à venir. On a déjà commencé, puisque nous avons eu le plaisir d'avoir un grand entretien avec Valérie Senati, qui était avec nous, qui signait encore d'ailleurs juste avant que je vous rejoigne. Et nous avons 5 jours donc avec une trentaine de manifestations qui vont nous permettre de questionner la frontière entre la fiction et la non-fiction, puisque c'est sur le réel, et donc le réel touchant à la fiction et à la non-fiction, c'est en explorant le réel que nous avons choisi de développer ce festival de littérature contemporaine, donc rencontres, tables rondes, entretiens, débats, lecture en musique ou performance, mais aussi des ateliers de création littéraire viendront ponctuer ces 5 jours ensemble. Au programme de cette édition, qui met en avant donc la littérature ouverte sur le monde et qui témoigne de la diversité des écritures du réel, 45 invités qui sont attendus et qui placent la littérature à la croisée d'autres modes d'appréhension du monde, dans un dialogue essentiel avec les autres arts et avec les sciences humaines et sociales. Auteurs et autrices, bien sûr, des dernières rentrées littéraires, septembre, janvier, mais aussi des spécialistes d'autres disciplines, artistes, intellectuels, comédiens, musiciens, des invités étrangers, notamment originaires des États-Unis ou d'Amérique latine, par exemple, seront parmi nous pendant ces 5 jours. Une trentaine de maisons d'édition sont également représentées. Très important pour nous d'avoir une représentation, une diversité de l'édition qui soit présente. Le festival est entièrement gratuit et ouvert à tous. Il s'accompagne de podcasts qui sont réalisés par les collègues de la bibliothèque, par le service web magazine, et les rencontres sont filmées pour poursuivre l'expérience. Effraction se déploie bien sûr pendant les 5 jours du festival, mais aussi tout au long de l'année avec des rendez-vous d'effraction, des grands entretiens d'auteurs et autrices, avec un club de lecture qui a lieu 1 fois par mois dans les espaces de la bibliothèque, et des actions qui sont menées en amont et pendant le festival vers le public du champ social, vers les publics scolaires qui viennent de plus en plus nombreux tous les ans. Je tiens à remercier les financeurs de cette 5e édition qui nous accompagnent souvent depuis plusieurs années, la Sophia Action Culturelle, la Culture avec la copie privée, la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. Je remercie également nos partenaires médias, Libération, Les Inrecuptibles, Télérama, Lire Magazine et Radio Nova. Remerciements aux partenaires institutionnels qui nous font confiance et qui enrichissent chaque année notre programmation et dont un certain nombre sont présents. Alors là, je ne vous vois plus, donc je peux... voilà. Mais les bibliothèques de la ville de Paris et Bibliocité, la Maison de la Poésie, merci beaucoup. Alors, ceci dit, je n'ai pas mes lunettes pour voir de loin, donc... Donc j'étais les bibliothèques de la ville de Paris et Bibliocité, la Maison de la Poésie, où une rencontre aura lieu là-bas, le centre Wallonie-Bruxelles, Arsena, l'école d'écriture Les Mots, l'université Paris 8, l'Institut national des jeunes aveugles, qui accueillera également une rencontre. Un remerciement tout particulier au Centre Pompidou et au Laboratoire d'Histoire Permanente, ainsi qu'au Master de Création Littéraire, puisque nous avons voilà, des étudiants qui sont venus travailler dans la bibliothèque et pour lesquels des écritures de textes, des lectures performées à plusieurs voix vont donner une cartographie poétique de la bibliothèque le jeudi 7 mars à 17h, et ça, c'est une première.
Et puis enfin, des remerciements à toute l'équipe, à toutes les équipes de la BPI pour que cette manifestation ait lieu. Beaucoup, beaucoup de collègues y ont mis tout leur cœur et toute leur énergie, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on va avoir 5 jours magnifiques. Remerciements particuliers au conseiller littéraire du festival, Gwenaël Boutouillet, que j'ai croisé, qui doit être parmi nous, à l'agence de presse Faits et Gestes, au studio Avec Brio pour le très beau visuel qui accompagne cette manifestation, et à la scénographe du festival, Laurence Lebris. Et j'ai le plaisir de pouvoir laisser Blandine rentrer dans le contenu de la programmation. Je vous demande de l'applaudir. Voilà, un grand merci à Blandine. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, je voulais bien sûr m'associer aux remerciements énoncés par Christine Carrier, parce qu'un festival, c'est vraiment une aventure collective, à la fois effectivement en interne à la BPI avec tous les services mobilisés, et bien sûr avec tous les acteurs du monde du livre, les partenaires, les maisons d'édition, les interprètes, les modérateurs, modératrices, bien sûr les auteurs et autrices dont certains sont présents avec nous ce soir, et avec qui nous partageons cette envie de donner à entendre une littérature exigeante et remuante, je crois. Remercier aussi notre public fidèle, ou celles et ceux qui nous découvrent et qui parlent de nous et qui font vivre le festival, bien sûr. Christine Carrier a énuméré la diversité des thématiques mises en avant dans la programmation. J'ajouterai un mot sur la présence importante cette année de la poésie, ce qui nous ravit. Une poésie qui, loin des images d'Épinal, se confronte au réel le plus brut dans toutes ses aspérités, comme vous pourrez l'entendre durant ces 5 journées. Alors j'espère à la fois que ces thématiques vont faire écho à vos préoccupations, à vos intérêts. Et en même temps, nous avons conçu ce programme comme une invitation à la découverte, à la surprise. Et je souhaite que cela vous amène vers des auteurs, des autrices, des propositions nouvelles auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et c'est toujours une grande satisfaction pour nous, programmateurs. Alors ce soir, pour ce moment de lancement, nous allons revenir au texte nu, sans apparat, par cette lecture à 2 voix. Et quel texte ? L'enfant dans le taxi, qui a paru en août 2023 aux éditions de Minuit, est un roman qui recompose et redéploie un silence. Le silence d'un secret de famille, le silence de l'existence d'un être que le narrateur va ramener à nous, lecteurs, lectrices. Dans une fouille quasiment archéologique, Simon, qui est lui-même écrivain, déroule le fil fragile de ce secret enseveli, va le mettre au jour, va aussi le relier à la grande histoire dans ce va-et-vient de l'intime et du collectif. Et il va ainsi déplacer, revivifier des liens parfois rendus rigides dans la famille. Voilà aussi une facette de notre réalité, de notre expérience commune, interroger les liens du sang et ceux que nous choisissons de nourrir, interroger les itinéraires que nous empruntons face aux vérités qui attendent de sortir de l'ombre. Je vais donc vous laisser savourer cette écriture si juste qui sait englober toute notre complexité d'être humain, nos ambivalences, nos compromissions, mais aussi nos tendresses, nos élans, nos joies. Alors place au texte. Je vais remercier chaleureusement Sylvain Prudhomme et Pierre Beau d'avoir accepté cette invitation, ainsi que les éditions de Minuit. La lecture va durer donc une 50aine de minutes et elle sera suivie immédiatement après d'un entretien avec Sylvain Prudhomme, mené par Sarah Polacci, que je remercie également vivement. Et donc nous nous retrouvons vers 21h30 pour la dédicace de Sylvain et un moment convivial pour ouvrir, comme il se doit, cette 5e édition. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon festival. Est-ce que quelqu'un veut encore dire un mot ? Est-ce qu'un membre de la famille ou un proche souhaite dire un dernier au revoir aux défunts ? Avait insisté le foutu type en costume. Dans un instant, nous descendrons le cercueil dans le caveau et la cérémonie prendra fin. Mais d'abord, il faut revenir au début. D'abord, il faut raconter l'instant où toute l'histoire s'était mise à refaire surface. À se frayer à nouveau un chemin à travers les couches de silence sous lesquelles chacun avait pris depuis des décennies l'habitude
de l'ensevelir. Il faut raconter cet après-midi de juillet où le secret avait ressurgi, là, dans cette pièce, alors que la famille au complet revenait tout juste du cimetière. Se détendait, retrouvait sous l'effet des petits fours et d'un bon muscat un semblant de bonne humeur, d'entrain. Les plus âgés assoupis au creux des canapés. Le cousin chéri de tous pour sa drôlerie, recommençant à risquer ça et là une Et saillie. chacun s'autorisant à nouveau à rire, à parler d'autre chose que du grand-père à présent paisiblement couché, là-bas, sous la terre. La vie recommençant d'aller, de s'écouler avec son bruissement familier, son brouhaha rassurant. Et tout d'un coup, cet homme qui m'avait pris en aparté, Cet homme, comment l'appeler? mon oncle, Un homme presque étranger à la famille, étranger de sang en tout cas, puisque c'est le sang surtout qui importe dans toute l'affaire qui va suivre. un homme qui avait d'abord pour caractéristique à nos yeux, à tous, d'être allemand. Il faut le dire, un vrai Allemand d'Allemagne. Avec ce que cela avait d'exotique au sein de notre famille depuis toujours méridionale, Accroché aux rives de la même Méditerranée, écrasé de soleil, bordé des mêmes vignes aux raisins lourds de sucre, des mêmes vergers d'abricotiers, de pruniers, des mêmes collines brûlées de soleil. des générations d'enfants et de petits-enfants sans rien d'autre à l'horizon, jamais que du sang du Sud. Des visages hâlés par la canicule, des peaux parcheminées au contact du Mistral et de la Tramontane, Des mains faites au coup de pelle dans la terre caillouteuse. des gosiers rompus au rouge rempli de sulfite du Languedoc et d'Algérie. Et tout d'un coup, ce buveur de bière à la barbe rasée de près, qui était arrivé des forêts germaniques comme un morceau d'Allemagne, à lui tout seul, plus vrai que vrai, pas seulement allemand d'Allemagne, mais allemand de Bavière. Pas seulement munichois, mais employé du plus célèbre constructeur automobile d'Outre-Rhin, préposé depuis des décennies à la construction de voitures qui, dans l'imaginaire des Malouchis, représentaient la quintessence de l'Allemagne, l'absolu condensé des vertus germaniques. Et voilà que c'était lui qui avait tout provoqué. C'était lui qui avait profité de ce que je remplissais nos verres à tous les deux pour délaisser brusquement le ton mondain et me faire cette confidence que j'avais écoutée incrédule. Vois-tu, Simon, j'ai un regret. Tu te rappelles l'instant où le type des pompes funèbres a demandé si quelqu'un voulait encore ajouter quelque chose? Pouvant aussitôt revoir les longues secondes de gêne qui s'étaient emparées de nous tous au cimetière, le cercueil sur le point de descendre au caveau, Les roses déjà déposées sur le couvercle en bois. ma grand-mère Imma, depuis plusieurs minutes préparée à l'épreuve de voir déposer à bout de corde dans la niche en béton l'homme avec lequel elle avait passé 70 ans de sa vie. L'ensemble de la cérémonie entamée le matin à l'église sur le point de connaître enfin son climax. Et le type des pompes funèbres qui, pris d'une envie de rab, avait une dernière fois remis ça. Est-ce que quelqu'un veut encore dire un mot? Et la famille entière qui était restée muette, piteuse, le temps qui s'était étiré, rallongé. Comme si les employés des pompes funèbres, pour la première fois, ne le comptaient plus, étaient prêts si besoin à attendre des heures. Comme si, par l'effet d'un sixième sens acquis à force de métier, il avait tout deviné, avais-je pensé ensuite. Comme si, sous leurs allures de professionnels stipendiés, ils avaient eu la secrète intuition qu'autour de ce mort-là rôdaient encore des secrets qui méritaient d'être brisés. Et la petite cinquantaine d'enfants, de petits-enfants, d'amis proches, figés dans le silence. Les arbres alentours immobiles, dans l'air saturé de lumière de la mi-août. Le cimetière entier comme prostré, à l'exception d'un merle que tout le monde avait regardé s'envoler de la pointe d'un cyprès, fendre paisiblement l'air poudré de soleil, se reposer un peu plus loin dans le contre-jour au sommet d'un cyprès, plus haut encore. Pas de regret. Plus personne ne veut prendre la parole, avait une ultime fois dit le type en costume sombre. Et tu te rappelles le moment où il a prononcé ce mot, regret?
m'avait demandé Franz. Eh bien, à cet instant, j'ai failli prendre la parole pour dire que moi, je voulais ajouter un mot. Aveu auquel je n'avais pu m'empêcher de réagir d'un ton presque vexant. Toi ? Persuadé que Franz me reprochait ce raté, me le reprochait à moi et à toute notre famille comme un manquement à Malouchi, une regrettable fausse note. J'ai failli prendre la parole, avait répété Franz. Et j'avais dû me retenir de lui demander au nom de quoi. J'avais été à deux doigts de rire ostensiblement de ce scénario. Malouchi enterré avec une ultime bénédiction venue de toi, un étranger qui, sans vouloir t'offenser, ne l'aura connu qu'un nombre d'années dérisoires, à qui je ne suis même pas certain qu'il était très attaché. J'avais failli envoyer ce tacle à Franz, mais c'est alors qu'il m'avait scié, dégonflant d'un coup tout mon agacement. J'ai failli parler de M. Tu as déjà entendu parler de M, bien sûr. M, le fils allemand de Malouchi. Tu es au courant, n'est-ce pas, que ton grand-père a eu un fils en Allemagne, à l'époque où il était soldat d'occupation au bord du lac de Constance. Un fils avec une Allemande qu'il a connue pendant quelques semaines. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu veux savoir où il habite? A demandé Franz. Bien sûr, je peux te donner l'adresse. Le soir, les enfants endormis, je me suis retrouvé seul dans la maison redevenue silencieuse. Je me suis machinalement assis devant mon ordinateur, j'ai tapé les mots « lac de Constance ». J'ai vu la forme allongée du lac s'afficher sur l'écran. J'ai zoomé sur l'étendue d'eau bleue, me suis promené le long de la rive, côté suisse d'abord au sud, puis le long des montagnes autrichiennes à l'est. Des bourgades à mi-chemin entre Meersburg et Ravensburg, il n'y en avait pas 36. En quelques secondes, je l'ai trouvée, offerte au regard avec son plan tout simple, ses 1000 habitants à tout casser, ses 5 ou 6 rues principales, pareilles à des antennes de part et d'autre de la grande route, quelques kilomètres à peine au nord-est du lac. C'était bien cette petite ville, c'était bien son nom. Un léger zoom avant et j'ai pu voir le détail des rues. Scruter les abords du supermarché discount Netto. Admirer la régularité des rues d'un quartier pavillonnaire à l'est de la Grande Roue. J'ai dénombré 8 cours de tennis, 2 garages automobiles, un magasin d'informatique, un magasin de chaussures, un cabinet médical, une borne de recharge pour véhicules électriques, un mystérieux magasin d'esthétique automobile, un terrain de foot flanqué d'un bar ouvert jusqu'à 1h du matin, noté 4,5 sur 5 sur un total de 93 avis. J'ai à tout hasard tapé dans l'annuaire électronique le prénom M, associé au nom de la petite commune. J'ai vu s'afficher 5 ou 6 repères rouges qui indiquaient les domiciles d'autant de M éparpillés au gré des rues. En pianotant successivement leurs noms dans un moteur de recherche, en éliminant les M trop jeunes et les trop vieux, j'ai rapidement resserré la liste à un nom. J'ai regardé la maison. Pavillon ouvrier en bord de ruisseau, courette à l'arrière, voiture garée devant. J'ai tapé le nom sur Internet. Trouvé la photo d'un chauffeur de bus récemment parti à la retraite, récompensé pour 4 décennies de service irréprochable aux habitants de la ville. Après 41 ans de dévouement au service public, le chauffeur M, photographié ici au volant de son bus, familier des habitants de la commune, va partir à la retraite, disaient les quelques lignes au bas de l'image publiée dans un journal local. J'ai essayé de zoomer. J'ai senti mon cœur battre. Le chauffeur de bus était photographié de profil. Main gauche sur le volant. Main droite sur le levier de vitesse. Silhouette ronde, ventre imposant, visage jovial. La photo était mauvaise, mal éclairée, mal reproduite. Cet homme, le fils de Malouchi? L'âge pouvait convenir, l'implantation des cheveux, le front haut, le nez fin, quelque chose de vif dans le regard. C'était possible. Il y avait simplement ce ventre. Un ventre impensable, chez Malouchi, qui jusqu'au bout était resté d'une minceur irréprochable. Et bien sûr, un fils ne pouvait pas être le sosie de son père. Où était-il écrit qu'un père grand et mince ne pouvait pas donner un fils grand et rond? Je l'ai encore regardé.
C'est lui, j'ai pensé. C'est le regard de Malouchi. Je me suis demandé s'il était seul, à cet instant où je pensais à lui. Je me suis demandé ce qu'il savait de Malouchi. Ce qu'il pensait de l'amour de sa mère et de ce soldat français reparti sans état d'âme au bout de quelques semaines, son père, qui les avait tranquillement laissés derrière lui, la mère et le fils, contraints de se débrouiller, d'affronter les messes basses, les regards obliques. Et je me suis vu en train d'arriver le lendemain devant chez lui, de frapper à sa porte. J'ai pianoté sur l'ordinateur, demandé la durée du trajet jusqu'à cette petite maison, à la lisière de cette petite ville, au bout de cette minuscule impasse. J'ai regardé avec incrédulité la durée qui s'affichait, 9h02. L'heure d'arrivée annoncée si je décidais de partir sur le champ, 8h55. À temps pour le dernier café du matin. Je t'interdis d'aller le voir. Tu m'entends? La rincée était venue de tout en haut, de ma grand-mère Ima elle-même, d'ordinaire affectueuse, enjouée, ce midi-là coupante comme une lame. J'avais eu le malheur de venir lui demander ce qu'elle savait de toute cette histoire, le malheur de lui demander l'autorisation d'aller rendre visite à M. Je te l'interdis, Simon. Est-ce que c'est clair? Ima, assise en face de moi, à la grande table du salon, obligée par ma faute à moi de s'égosiller à 95 ans passés, voix si étranglée de colère qu'une quinte de toux l'avait secouée et qu'elle avait dû se taire plusieurs secondes, manquant s'étouffer, sa petite silhouette tassée par l'âge à deux doigts de suffoquer, moi rempli de honte, effrayé à l'idée qu'elle puisse se trouver mal, faire là, maintenant, devant moi, une attaque par ma faute. Près de 2 mois étaient passés depuis l'enterrement et en arrivant, je l'avais trouvée assise comme chaque matin désormais à son piano, son grand et beau piano noir de marque allemande, sur les touches duquel ses mains parcheminées continuaient malgré l'âge de courir, d'attraper presque toutes les notes, de dessiner les phrases avec toutes les nuances voulues, d'aller chercher tout là-haut un aigu qui à lui seul faisait tenir l'arc de la phrase et compensait le léger trou laissé à la mesure d'avant. Je ne veux plus qu'on parle de tout ça, Simon. C'est du passé. Du passé. Est-ce que c'est clair ? Elle était restée silencieuse au début, s'était levée du piano, avait tiré une chaise pour s'asseoir en face de moi, à la grande table du salon, celle des déjeuners de famille avec Malouchi, celle des longs repas du dimanche, dont pas un de mémoire d'enfant ni de petit-enfant n'était allé à son terme sans vriller. Elle avait dit qu'elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, cela d'une voix glaciale. Et puis, le ton était monté. J'étais resté quasi muet pendant tout le temps qu'avait duré la tempête, tâtant machinalement du pouce le bulle-gomme sous la toile cirée. Le même bulle-gomme que je tâtais déjà enfant, amusé de son moelleux, de sa souplesse, de sa détente spectaculairement absente des conversations qu'au même moment échangeaient les convives autour de la grande table. Le déjeuner toujours à deux doigts de basculer, les adultes sur le qui-vive, s'appliquant moins à manger qu'à surveiller chaque mot qu'ils disaient. À déployer 1000 efforts pour éviter tout faux pas. Parvenir à l'exploit que pour une fois le déjeuner s'achève sans heurts. Ce qui, hélas, n'arrivait jamais. Puisque toujours un mot finissait par partir de travers. Jugement à l'emporte-pièce, généralement émis par Malouchi, au moment où chacun croyait enfin voir le bout du tunnel. Vacherie décochée à l'arrivée du dessert. Un premier tir qui fatalement déclenchait les hostilités. Donnait le top départ du grand défouraillage. À la joie probable de Malouchi, artificier en chef, Malouchi ex-artilleur, qui devait avoir conservé des années de guerre la secrète nostalgie de ça. Les grandes lessives. Les règlements de compte à hockey choral. L'adrénaline des obus tirés de toutes parts. L'effroi du choc suivi pendant des semaines d'innombrables répliques. Je ne veux plus qu'on salisse la vie de mon mari. Tu m'entends? Si tu t'obstines, je te bannis, Simon. C'est compris? Comme si elle avait longtemps cherché l'avertissement le plus impressionnant qu'elle puisse m'adresser. Je te bannis. Tu m'entends? Phrase qui m'avait d'abord laissé aussi impressionné que perplexe.
je te bannis. Menace dont jamais je n'avais imaginé que quiconque puisse un jour se servir à mon endroit. Soufflé par quel réflexe archaïque, quelle colère ancestrale venue du fond des âges. Me bannir? D'où me bannir? De quoi avais-je eu envie de demander? Je te bannis. Comme si ce n'était plus elle qui parlait, mais une sorte de voix immémoriale. La voix du clan, la voix de la famille. La voix de notre famille a supposé que quelque chose de tel ait jamais existé. Avec ce que cela signifiait d'unité, De cohésion. d'entente, tant bien que mal maintenue malgré les heurts. Je te bannis. J'avais entendu Imma dire ce mot, et à ma propre surprise, le coup avait porté. J'avais senti qu'intérieurement, je me recroquevillais, que quelque chose en moi se trouvait atteint, J'étais blessé. resté sans voix. Par les fenêtres, j'avais regardé la mer au loin, regardé la colline tout entière semée de maisons, les palmiers, ça et là, les voiliers qui jouaient au loin dans la baie. J'avais regardé ma grand-mère, raidie, en face de moi. Les yeux bleus de ma grand-mère, capable encore à son âge de jouer Debussy, Ravel, Fauré, Parker. Je m'étais vu chasser de cette table où j'étais venu 1000 fois depuis mon enfance, chassé de sous ces lustres dont 1000 fois pourtant j'avais voulu qu'il se décroche. Pourquoi tu ne lui fiches pas la paix à ton pauvre grand-père maintenant qu'il est mort? Pourquoi tu tiens tellement à remuer ces choses qui ne font plaisir à personne, ces histoires arrivées à d'autres que toi il y a 80 ans, dont bientôt même les plus lointains acteurs seront morts et enterrés 10 fois? Elle avait répété sa question d'une voix tranquille. Pourquoi tu ne le laisses pas tout simplement en paix? Nous avions cessé de parler, étions restés sans plus rien dire, et j'avais continué d'entendre le dernier mot d'Imma résonner dans la pièce, résonner devant la baie tout entière baignée de soleil, la mer bleu vif, la file de voiles colorée d'une régate s'étirant vers la gauche en direction des îles. La paix. Bien sûr, la paix. J'avais pensé que moi aussi j'avais envie de paix, que tout le monde avait envie de paix. J'avais regardé la mer tranquille, baignée de soleil au loin, et j'avais songé à l'incroyable puissance de ce mot. La paix. À sa séduction presque trop facile. Qui ne désire pas la paix? Qui n'est pas d'accord pour convenir que la paix est précieuse, que tous ceux qui la troublent sont toujours des importuns, des inconvenants, des fâcheux? Le problème n'était-il pas plutôt que la paix soit l'autre nom du déni, l'autre nom de l'effacement pur et simple de vie? J'étais resté 1 heure encore avec Imma, dans un silence vertigineux à présent, épuisés tous les deux. Assis côte à côte dans la lumière de l'après-midi, les plants de tomates en contrebas dans le jardin. La cafetière près de nous, sur la table. Ne voulant plus rien dire, ni l'un ni l'autre, qui risque de briser à nouveau ce calme. Ne voulant plus rien faire qu'admirer la mer au loin, admirer la glycine enroulée aux ferronneries du balcon, où Imma continuait, même après toutes ces années, de venir s'accouder plusieurs fois par jour. Obligé de me le demander pour de bon à la fin. Pourquoi je veux remuer tout ça? C'est vrai. Remuer tout ça, c'est vrai. Pourquoi je veux tellement rencontrer ce M? Tellement rencontrer ce M. À l'approche des vacances de Noël, j'ai parlé aux enfants. Je leur ai raconté l'histoire de Malouchi et de l'Allemande du lac. Je leur ai parlé de M. Je leur ai montré sa maison sur les vues satellites. Je leur ai dit, c'est là qu'on va. Mais tu l'as prévenu, m'a demandé Tom. Je leur ai dit la vérité, que j'avais réservé une nuit dans une pension, la première que j'avais trouvée, tout près du lac, à quelques kilomètres à peine de l'objectif. Mais on va aller le voir ou pas? J'ai dit la vérité, qu'Imma l'interdisait, qu'on déciderait le moment venu. En tout cas, on va aller repérer où il habite, on va aller admirer le lac, voir peut-être à quoi ressemble sa maison. Les enfants ont ri. En gros, on va aller rôder autour de chez lui. Je me suis marré, exactement. Nous sommes partis tard, la matinée bien entamée déjà.
Pendant des heures d'abord, nous avons remonté le Rhône, vu se succéder les arbres des bords de rive, les îlots, les usines, les centrales. Puis nous nous sommes enfoncés vers l'est. La lumière est descendue. Des deux côtés de la vitre, les arbres se sont resserrés. Le vert des sapins s'est fait plus sombre. La nuit est tombée. Nous sommes arrivés à la frontière, avons passé le Rhin, comme l'avait passé Malouchi en 1944, avec son régiment dans le froid et la nuit noire. Le lendemain, tous les trois, nous nous sommes réveillés tard, le jour levé depuis longtemps déjà. Nous sommes sortis de l'hôtel, avons tout de suite marché jusqu'à la rive. Les enfants ont couru jusqu'au bord de l'eau, sont restés à le regarder, fascinés, muets. C'est le lac qu'on cherchait, a demandé Victor. C'est ce lac, oui. Il faisait froid, un peu de neige était tombée pendant la nuit. Les enfants l'ont ramassé comme ils pouvaient sur les coins de pelouse où elle tenait encore, en ont fait des poignées de mélasse boueuse dont ils ont tant bien que mal entrepris de se bombarder. Je suis resté à contempler l'eau paisible et étale, d'un blanc presque irréel sous le ciel gris. L'horizon bouché par le mur du brouillard, le paysage tout entier assourdi, le clapotis de l'eau contre la rive étouffée, les mouettes même silencieuses. Hey, regardez, il y a un canard, a dit Victor. Bah, t'es con, c'est pas un canard, a dit Tom. Bah, c'est quoi alors, si c'est pas un canard? Ben, c'est une oie. J'ai failli m'étrangler. Mais c'est pas possible, vous êtes tous les deux complètement nuls en animaux. Comment ça s'appelle cet oiseau? Beaucoup plus gros qu'une oie, beaucoup plus beau. Mais comment ça s'appelle ce grand oiseau tout blanc qui glisse doucement sur l'eau, qu'on trouve dans plein de poèmes, plein de tableaux? Ben, un canard. Non, tout blanc, avec un très long cou. Ben, une oie. Mais non, un cygne. Ah ouais, un cygne. Nous sommes restés au bord de l'eau à regarder le cygne glisser sans effort le long de la rive. Je me suis promené, j'ai photographié chaque banc où il me semblait que Malouchi et l'Allemande avaient pu s'asseoir autrefois. Chaque jetée le long de laquelle ils avaient pu se promener. Nous avons continué de marcher pendant 1 heure ou 2. Puis enfin, nous avons pris la route du Nord. Cap sur la petite ville depuis des mois repérée sur la carte, à mi-chemin de Mersbourg et de Ravensbourg. J'ai fait asseoir Tom à l'avant, l'appareil photo dans les mains, prêt à cadrer. J'ai eu beau rouler le plus doucement que j'ai pu, en 1/4 d'heure, nous sommes arrivés sur zone. Avons doublé le panneau d'entrée dans la commune. J'ai constaté que je reconnaissais chaque croisement, savais d'avance l'emplacement des 2 garages automobiles, la disposition des feux devant le supermarché discount du centre. Nous sommes entrés dans la zone pavillonnaire, avons laissé la grande route derrière nous pour nous engager dans le méthodique réseau d'allées et d'impasses. Nous sommes arrivés au coin de l'impasse où vivait M. Avons tourné à gauche pour nous y engager. Vous voulez que je filme la rue, a demandé Victor en montrant mon téléphone. Vas-y. Victor filme et moi je fais des photos, a dit Tom. Nous sommes passés au ralenti devant le 23. Désert. Sommes arrivés devant le 25, la maison de M. Désert aussi. C'est là, a demandé Tom, pour être sûr. Alors, une voiture a surgi au coin de l'impasse. Un vieux monospace abîmé, conduit par un vieil homme seul. Nous l'avons vu rouler vers nous, passer à notre hauteur. J'ai eu le temps de scruter le visage du vieil homme. Lunettes de soleil passées de mode, peau hâlée, visage sec. J'ai essayé de me remémorer la photo du chauffeur de bus nouvellement retraité. Essayé de l'imaginer vieilli de 10 ans en bon point disparu. J'ai repensé au visage de Malouchi, à ses traits à la fois clairs et durs. À son visage osseux, sévère, son buste droit, à sa solitude. Tu crois que c'est lui ? A demandé Victor. C'est sûr que c'est lui, j'ai dit. C'est M. Dans le rétroviseur, j'ai regardé le monospace continuer de rouler vers la petite maison. Se garer devant le 25. À mon retour chez moi, j'ai trouvé une lettre de mon grand-oncle Louis, frère cadet de ma grand-mère Imma. Cher Simon, j'ai entendu dire que tu t'intéressais à la figure de ce pauvre M.
J'ai senti le choc que cela faisait en moi. Lire, pour la première fois, le prénom de M écrit par quelqu'un d'autre. J'ai imaginé Louis appliqué à écrire ces mots, appliqué à marcher malgré ses 85 ans jusqu'à la poste pour me les expédier. Louis et ses sourcils épais, sa voix calme. Sa vie d'homme de devoir, qui à 20 ans s'était sacrifié pour reprendre la fabrique d'argenterie héritée de son père, n'avait eu d'autre choix que d'être celui qui succède, pendant qu'Imma s'en allait de l'autre côté de la Méditerranée rejoindre Malouchi. Et voici que le même homme m'envoyait cette lettre. Voici que le même homme terminait son courrier par ces mots dont il fallait bien qu'il ait mesuré la portée. « Sache que si tu le veux, moi, je te parlerai. » J'ai pris le train pour Toulouse. C'est Jacqueline qui m'a ouvert. Louis a entendu le bruit de nos voix et est venu nous rejoindre. J'ai regardé ses mains qui tremblaient imperceptiblement en versant le thé. Regardé les tasses qui se remplissaient de liquide doré, cependant que durait son silence, comme s'il hésitait à se lancer, rassembler ses pensées avant d'entamer son récit. Jacqueline et lui, couchés depuis longtemps déjà, le soir où c'était arrivé, une nuit d'août ou de septembre 1962, la guerre définitivement terminée là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, Malouchi et Imma, revenus en catastrophe, s'installaient avec leurs 3 premiers enfants dans une maison de famille des abords de Toulouse. Minuit passé depuis longtemps, quand le téléphone avait tout d'un coup sonné au rez-de-chaussée, fantastiquement incongru entre les murs de la maison endormie, la rue au dehors déserte, le quartier entier immobile, sans un bruit. Au bout du fil, Louis avait reconnu la voix d'Imma. « Louis, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux me promettre de m'aider sans rien dire? C'est très important. Louis, j'ai besoin que tu prennes la voiture et que tu viennes tout de suite chercher un jeune garçon allemand qui est ici et qu'il faudrait loger pendant quelques jours. » Louis se rappelait très exactement les mots qu'avait employés Imma pour désigner M, un jeune garçon allemand. Il avait enfilé un pantalon, sauté en 4e vitesse en voiture. Il était arrivé vers 2h30 du matin aux abords de la villa. Ses phares avaient balayé la haie d'if du portail, balayé la silhouette d'Imma qui presque aussitôt avait marché à sa rencontre pour l'accueillir. L'aidait à se garer dans la cour près d'une autre voiture à laquelle Louis n'avait pas prêté attention d'abord. Imma, soulagé. Le fameux garçon près d'elle, aidant lui aussi à ouvrir puis refermer le portail. Comme si cela devait accroître ses maigres chances de prolonger là son séjour. « Bonjour, monsieur », avait dit le gosse du meilleur accent qu'il avait pu. Et je n'avais pu m'empêcher de scruter son visage, avait raconté Louis, de scruter ses traits, d'y chercher frénétiquement ceux de Malouchi. Le front haut de Malouchi, les yeux vifs de Malouchi. La bouche fine, délicate, un rien pincé de Malouchi. « Je te présente M, avait dit Imma. Je te présente M qui est venu d'Allemagne sans nous prévenir, mais qui, bien évidemment, ne peut pas rester, que dirait sa mère. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. » Imma ne prononçant toujours pas le mot que j'attendais, avait dit Louis, ne disant pas cette phrase toute simple qui m'aurait paru si naturelle. « Louis, je te présente M, le fils de Malouchi. » Ils étaient restés debout tous les 3 dans la chaude nuit d'août pendant ce bref instant gravé à jamais dans ma mémoire, avait raconté Louis. Le frère, la sœur et ce gamin indésiré, indésirable, venu se fourrer là entre nos jambes sans que nous l'ayons voulu. Malouchi pendant tout ce temps introuvable, planqué derrière quelle fenêtre entr'ouverte pour lui permettre d'assister secrètement à toute la scène, caché dans quel placard, bouclé à double tour dans quelle soupente du grenier pour éviter d'avoir à parler au gamin, éviter d'avoir à le prendre dans ses bras, éviter d'avoir à le regarder en face, éviter d'avoir à affronter le spectacle de sa détresse, de son désespéré désir de le rencontrer. J'ai failli demander comment le gamin était arrivé là, et puis alors seulement j'ai aperçu la 2e voiture garée dans la cour, avait raconté Louis. J'ai vu la voiture de marque allemande, la plaque allemande, le lumineux allemand avec marqué « taxi ». Le type endormi derrière le volant, et d'un coup,
J'ai compris par quel moyen de transport l'adolescent était arrivé jusque-là. En taxi, j'ai dit. Il est venu du lac de Constance en taxi? Je ne rêve pas. 1000 kilomètres que M avait fait, conduit par un chauffeur dont les courses n'allaient probablement jamais d'ordinaire au-delà de Zingen ou de Lindau. N'outrepassait jamais les limites du Bade-Württemberg et qui, cette nuit-là, avait accepté de rouler jusqu'à l'autre bout de la France avec pour seul passager ce gosse, pas même pourvu d'un baluchon. Ce gamin en Bermuda trop court, sans un sou, sans un vêtement de rechange. Sans un mot de français non plus. Parti sur quel coup de tête? Après quelle dispute avec sa mère? Quelle révélation qu'elle lui avait faite précisément ce jour-là, peut-être. Non seulement quant à l'identité exacte de son père, mais quant à l'endroit où il vivait. Le chauffeur avait dû se laisser émouvoir par l'histoire du gamin. Il avait peut-être reconnu un peu la sienne. Et alors ils étaient partis, tous les deux. S'étaient retrouvés à rouler ensemble pendant 15 heures à travers champs et forêts, excités, heureux. La berline lancée sans effort à travers l'espace. Parlant de quoi? Le chauffeur posant quelles questions au gamin, lui prodiguant quels conseils puisés à sa propre expérience de père. Tous les deux éprouvant quelle émotion à l'instant où ils avaient franchi le Rhin, contemplé le fleuve avec ses berges sauvages, son eau claire, ses restaurants de poissons et de friture épanouis dans l'après-midi d'août sur la rive. Gamin, ça y est, on est en France, le pays de ton père. M, âgé de 15 ans à peine, qui avait fait 1000 kilomètres pour s'en aller trouver Malouchi. Espérant quoi au juste de ce trajet? Sachant quoi de cet homme dont sa mère avait dû lui montrer tout au plus une photo? Lui raconter 2 ou 3 détails inoubliables. Qu'il chantait, qu'il adorait l'opéra. Que toutes les femmes voulaient la voir. Attendant quoi? Des retrouvailles avec ce père qui pas une seule fois n'avait cherché à le connaître. Pris de vertige sans doute au moment où, au milieu de la nuit, la voiture avait quitté l'autoroute, où le portail flanqué d'IF était apparu dans les phares, où le chauffeur avait tiré le frein à main, s'était tourné vers lui en disant « Voilà ». La villa immobile dans la nuit. Le quartier tout entier endormi, les dés jetés maintenant, l'attente sur le point de se dénouer. M, pour quelques secondes encore enveloppé dans le cocon rassurant de la voiture d'où il avait regardé le chauffeur marcher jusqu'au portail, sonner. Appuyé sur la sonnette une fois, puis une autre, lorgner sa montre d'un air dépité d'être là à déranger grossièrement des inconnus en pleine nuit, à attendre longtemps que de l'autre côté quelque chose enfin remue, que le portail s'ouvre, que dans les phares se dresse non pas Malouchi en robe de chambre, comme l'avait imaginé M, mais une petite femme serrée à la va-vite dans un manteau. Une femme qui devait donc être l'épouse de Malouchi. Elle m'avait vu que le chauffeur lui parlait, essayait d'imaginer les mots qu'il disait pour tenter de lui exposer la situation. Madame, il y a ici, dans cette voiture venue d'Allemagne, l'enfant d'un premier lit de votre mari. Quelque chose de ce tonneau, mais dans quelle langue, avec quels mots d'anglais rudimentaire ou de français ressouvenus de l'époque de la guerre? Cela n'avait pas duré plus de quelques secondes en tout cas, car M s'était à son tour extrait de la voiture pour marcher à la rencontre d'Ima, affronter l'instant fatidique qu'il avait lui-même provoqué. Ima, debout devant lui, comme le réel en personne, qui avait en un quart d'heure à peine fracassé tous ses espoirs, invitant les 2 étrangers à garer la voiture dans la cour. Leur offrant de venir se désaltérer à la cuisine. Servant une poire, un whisky au chauffeur rincé de fatigue, pendant qu'elle s'éclipsait pour monter à l'étage, informer Malouchi du problème qui se posait. Ton fils est là, en bas, Luciano. Qu'est-ce que tu dis? Ton fils est là. Tu as bien entendu. Quel fils? Le fils de l'Allemande, évidemment. Quel autre, sinon? Il est là. Il demande à te voir. Et Malouchi, qui avait dû bondir de son lit, ou au contraire s'y recroqueviller, s'y renfoncer jusqu'au cou pour n'en plus bouger. Cependant qu'au rez-de-chaussée, M, suspendu à sa réponse, attendait de savoir quel coup du sort allait tomber de l'étage et décider de la suite de sa vie. Guettant la réapparition d'Ima en haut de l'escalier, espérant plus encore l'apparition de Malouchi, si les choses prenaient la tournure qu'il espérait, Malouchi qui alors surgirait de là-haut comme un dieu, descendrait du ciel vers lui. Seulement, c'était Ima qui était revenue.
Ima, visage fermé, qui lui avait aussitôt transmis ce qu'il fallait bien appeler le verdict, la sentence. Ima, la légitime de Malouchi, la mère de ses vrais enfants, c'est-à-dire des enfants qu'il avait reconnus comme tels, paisiblement endormis tous les trois au même étage que leur père, entre les murs de cette villa où se déroulait donc leur vie. Cette maison où Malouchi chargeait Ima de dire à M qu'il ne pouvait rester la maison de la vraie famille de Malouchi. Pas celle des bâtards de son espèce, puisque cela revenait à le traiter comme tel. Ima, remplie de honte, qui avait tenté de s'excuser comme elle pouvait auprès du taximan et de M, venu de tout là-bas pour rien, répétant « Il ne veut pas, je suis désolé. Il ne veut pas, qu'est-ce que j'y peux ?» Cette même phrase dérisoire, répétée une demi-heure plus tard dans la cour, lorsque Louis était venu à sa demande récupérer le gosse, continuant de parler de Malouchi sans le nommer, comme pour le faire plus petit, plus bref, le message qu'il l'a chargé de transmettre. Il ne veut pas, je suis désolé. C'est malheureux, mais que faire? Le gamin, regard baissé vers ses chaussures, visage sans une larme, sans un signe de colère ni de frustration. La nuit noire autour, sans un souffle, les grillons même sifflaient, coupés. La lune seule, suspendue au-dessus de leur tête dans le noir du ciel. Les ifs, pareils dans la nuit, à d'immenses masses noires, toutes proches. Et Malouchi, bouleversé à l'étage qui n'avait pas bougé, était resté là-haut, derrière sa fenêtre, sans descendre. Malouchi, qui de peur sans doute de s'effondrer devant le gamin, n'avait pu faire autrement que demeurer caché, abandonnant les trois malheureux à leur commun désarroi. Louis, forcé de prendre congé d'Ima et de s'en retourner sous son toit avec M, qui, à défaut d'avoir vu son vrai père, était donc reparti avec lui, désigné par le sort pour lui en tenir lieu pendant quelques jours au moins. Louis, qui cette nuit-là avait raccompagné M jusque dans sa maison, lui avait offert pour le dépanner un de ses pyjamas, une de ses chemises. Et Louis, chez qui M avait vécu pendant 3 jours une vie de famille presque ordinaire, faite de repas pris ensemble, de promenades ensemble, de nuit dans un petit lit de fortune installé à quelques centimètres à peine du bébé de Jacqueline et Louis. Les deux gamins côte à côte 3 nuits durant, le nourrisson et l'adolescent de 15 ans. Je me rappelle un gamin grand, dégingandé, touchant, pas sûr de lui du tout, avait dit Louis, qui pour raconter tout cela avait pris son temps, s'était efforcé de garder un ton calme. Je me rappelle un gosse qui ne parlait jamais haut, ne montrait jamais de douleur, mais dont l'assentiment à tout cela nous a littéralement bouleversés. Les 3 jours sont passés sans que ni Jacqueline, ni lui, ni moi ne nous risquions à reparler de ce qui était arrivé cette nuit-là dans la cour de la maison du bord du fleuve. Sans qu'aucun de nous trois ne se risque à prononcer ne serait-ce que le nom de Malouchi. 3 jours remplis de douceur et d'amour, au terme desquels je l'ai d'un commun accord remis dans le train en sens inverse, si bien qu'il est reparti, avait continué Louis. La fameuse erreur de jeunesse de Malouchi est repartie, renvoyée à sa mère, qui a pensé quoi du récit rapporté par le gamin? Pensé quoi de le voir revenir si vite quand elle croyait peut-être lui avoir dit adieu pour longtemps? 3 jours si fort gravés dans la mémoire de Louis qu'il avait dû retenir son émotion, attendre que le tremblement de sa voix cesse avant de raconter la lettre que Jacqueline et lui avaient une semaine plus tard reçue, écrite dans un français maladroit qui la rendait encore plus belle. Une lettre dans laquelle M nous remerciait joyeusement, avait dit Louis. Une lettre dans laquelle il racontait avec humour qu'il mettait tout le temps ma chemise, dormait dans mon pyjama. Grâce à vous, je me suis senti comme un fils. Se terminait le bref courrier qui ne disait pas un mot de l'humiliation infligée par Malouchi, ne formulait pas une plainte, pas un regret, ne montrait pas un seul signe d'amertume. Grâce à vous, je me suis senti comme un fils.
Je m'appelle Wolfgang Spann, j'approche des 70 ans. Je recherche la famille de mon père, René Fribourg, qui appartenait aux forces d'occupation française en Autriche en 1945-1946. Il était en garnison dans le Tyrol. C'est ainsi qu'il a rencontré ma mère, Anna Spann, vendeuse, qui habitait chez la famille Ottmar Krobacher. Je recherche ce père, dont je ne possède que la photo ci-jointe. Je m'appelle Klaus Müller. Je suis né en juin 1945. Je recherche mon père Gabriel Doux, ancien prisonnier de guerre à Stuttgart. Je sais qu'il conduisait un véhicule à cheval. Il a dit être domicilié 2 avenue de la République à Strasbourg. Hélas, un courrier envoyé à cette adresse m'est revenu. Je recherche mon père, Walter Berndt, médecin officier ou sous-officier. Je sais qu'il se trouvait fin 1942, début 1943, affecté à l'arsenal de Metz. Quelqu'un sait-il ce qu'il est devenu ? Je cherche des traces de mon père, Roger Perrault, qui a fait partie des troupes d'occupation en Allemagne. Je sais qu'il y est resté au moins de 1946 à 1950. Il était stationné à Baden-Baden. Il a eu un enfant que je recherche. Je sais que mon père, Georges Sarah, a conçu un fils alors qu'il était prisonnier de guerre en Autriche, au Stalag 23 de Volksberg. Je suis sa fille, Michel. J'aimerais retrouver mon demi-frère. Je sais que mon père, Jacques Lacroque, était prisonnier de guerre près de Dresde, où il a eu un fils. Il a toujours gardé dans son portefeuille la photo de cet enfant. Je suis Pascal, le fils français de Jacques Lacroque. J'aimerais retrouver mon frère allemand. Mon père, Jacques Vicente, était prisonnier de guerre au Stalag 3A à Schönfeld, à l'est de Berlin. Je sais qu'il y est tombé amoureux d'une fermière, veuve. Ils ont eu un enfant que j'aimerais retrouver. Je recherche des personnes ayant connu mon père, Armand Maurice Talbot. Je sais que mon père, Lucien Varaché, a été prisonnier de guerre au nord de Motzburg. On m'a dit qu'il avait eu un fils avec une Allemande nommée Maria ou Martha. J'aimerais retrouver mon frère. J'ai encore fait défiler plusieurs pages d'annonces, constaté qu'il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. J'ai songé aux mots qui servaient communément à nommer les M et les Franz, des bâtards. J'ai écouté le son glorieux que faisaient ces 2 syllabes. J'ai pensé que naître bâtard, c'était savoir d'avance que les autres ne vous feraient pas de cadeaux. C'était apprendre d'emblée le grand partage entre ceux qui osaient nommer les choses et ceux qui préféraient les taire. Naître bâtard, c'était gagner du temps, mûrir à vitesse accélérée, apprendre à composer dès les premiers pas avec le boitement inévitable de la vie. C'était grandir plus courageux, plus honnête, avec soi-même et avec la vie, tout simplement plus vrai. N'était-ce pas ce que l'on disait des chiens bâtards ? Qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que tous les chiens de race ? Que pour eux, la débrouille était question de survie. Je suis revenu vers Franz et Julie, leur ai tendu les verres, et il n'a pas eu envie de venir à l'enterrement, j'ai demandé. On le lui a proposé, a dit Julie. On revenait avec Franz de Munich et on s'est arrêté chez lui pour lui parler, dans la toute petite maison qu'il habite près de Meersburg. Franz y avait déjà été, moi c'était la première fois. On lui a dit. Quoi ? Qu'il fallait qu'il vienne. Qu'il suffisait qu'il s'asseye avec nous dans la voiture et se laisse conduire, que tout irait tout seul. Je lui ai dit que je m'en voulais, que j'étais désolé de tout le mal qu'on lui avait fait pendant toutes ces années. Pas seulement notre père, mais nous tous. Que je ne pouvais pas parler pour les autres, mais que moi, en tout cas, j'étais désolé. Que je lui demandais pardon. Et puis, il a hésité pendant 10 minutes, peut-être. Il nous a servi du thé, mais j'ai vu qu'il n'arrivait pas à s'asseoir pour boire le sien. Je le regardais, je sentais l'agitation dans tout son corps. Il s'est levé, s'est rassis, a posé doucement ses mains autour des bords du mug brûlant, comme si cela au moins était sûr, la brûlure de la porcelaine au creux de ses paumes.
Il a demandé où devait avoir lieu l'enterrement, demandé qui serait là. J'ai vu que de toutes ses forces, il essayait de s'imaginer le cimetière, de se représenter les proches rassemblés autour du cercueil, qu'il s'efforçait de se transporter là-bas en pensée, d'assister d'avance à l'enterrement de son père. Il s'est levé et resté presque 1 minute devant la fenêtre, sans rien dire, à regarder les arbres, dans un silence interminable. Et puis il a dit « Non, je te remercie, Julie, mais non. » Il s'est insensiblement raidi, vieux monsieur un peu voûté, le corps affaibli mais la voix ferme. J'ai tellement rêvé toute ma vie que ce moment arrive. C'est trop tard, je n'ai plus envie. Vous m'avez accueilli chez vous, Franz et toi. J'ai eu ça, et c'est bien. Ça me va. Il nous a regardés l'un après l'autre dans les yeux. Et ce week-end, j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui viennent 3 jours. Il a ajouté en s'efforçant de sourire, comme s'il éprouvait le besoin de justifier encore sa décision. Je ne vais pas planter tout le monde, il a dit. Il faut que je sois là. C'est ici qu'est ma place. Julie a bu une gorgée de vin, c'est un bref instant interrompu. Du côté de la terrasse, on appelait à table de toutes parts, les voix rameuter, les invités dispersés. Et vous êtes reparti sans lui, j'ai demandé. On a fini de boire le thé, a dit Julie. Et puis on l'a vu qui attrapait un sécateur et sortait dans le jardin. On l'a regardé marcher jusque dans un coin où se trouvait un rosier, couper la plus belle fleur, une splendide rose rouge, qu'il a cueillie avec toute sa tige. Il est revenu dans la cuisine et l'a tendue à Franz. Il lui a dit « Tiens ». Il était sûr de lui à présent. Son visage était calme. « Tiens, tu déposeras ça sur son cercueil. Ce sera ma façon d'être là. Une rose de mon jardin, de cette maison où il ne sera jamais venu. » Je voudrais vivre dans un monde où les choses puissent se dire en face, la vérité s'affronter. Où chacun de nous soit assez libre et fort pour accueillir la liberté des êtres qui l'entourent. Maintenant, j'arrive dans l'impasse où habite M. Je roule vers la maison que j'ai regardée 20 fois sur Internet, je freine, je m'arrête, 30 mètres avant le portillon. Un vieil homme est là, dans le jardin. Il a les épaules un peu voûtées, la chemise rentrée dans le pantalon, la silhouette élancée, mince, un peu raide, élégante malgré l'âge. Il est au téléphone, de dos, portable collé contre l'oreille. Je le regarde, qui ramasse un vélo d'enfant, des arceaux et des boules de croquet, un ballon de foot. Je l'observe qui range les jouets dans un petit cagibi en planche. Tout cela sans cesser de téléphoner. Puis l'homme se retourne pour la première fois. Je vois son visage. C'est le visage d'un homme encore beau, les traits doux, le regard clair. J'ai peur qu'il m'aperçoive, mais il est trop absorbé par son coup de fil. Il parle avec animation dans le micro de son portable. Il sourit. Je reste quelques instants encore à le regarder, qui finit de ranger les jouets de ses petits-enfants, rentre chez lui. Puis, je sonne à la porte. De l'autre côté, je l'entends, qui répond joyeusement, insoucieusement, sans savoir encore qui est là. Je me demande ce qu'il dira dans 3 secondes. S'il sera accueillant ou hostile. S'il approuvera ou non que je sois venu à l'improviste. De toute façon, c'est trop tard. De l'autre côté de la porte, la voix dit déjà ce que j'ai toujours pensé qu'elle dirait. Elle dit le mot. Elle le dit d'un ton léger, et d'un coup, cela paraît presque dérisoire. Toutes ces circonvolutions, depuis le début, pour en arriver là. Tous ces errements, pour aboutir simplement au fond à cette invitation entendue à travers le panneau de bois qui déjà s'ouvre. Entre.
Merci beaucoup pour cette lecture qui nous donne encore plus, je trouve, à l'écoute en tout cas, le sentiment que d'année en année, de livre en livre, il y a quelque chose dans votre écriture, dans votre langue qui s'affine et qui est justement une histoire de rythme, totalement, un mélange entre l'oral. Alors on l'entend peut-être pas là, puisque vous avez fait le choix de deux lecteurs, de deux voix, mais il y a chez vous quelque chose où l'oral et le récit s'entremêlent, s'alignent comme ça, et c'est très touchant d'entendre ça. Il y a aussi chez vous quelque chose dans le travail de la ponctuation qui est très intéressant aussi. Vous alternez entre la lenteur et le saccadé. Il y a toujours de la douceur dans ce que vous écrivez, dans votre forme d'écriture, même quand il est question de choses très dures et de douleur. Il y a aussi, je trouve, une résonance entre l'usage lyrique que vous faites de la langue et une approche du réel. Il est question justement du réel. Là, on se le pose dans ce festival, mais on se le pose aussi dans ce livre particulièrement, avec d'ailleurs le sentiment que vous bouclez peut-être une boucle, j'en sais rien, c'est une question peut-être que je vous poserai tout à la fin, mais vous jouez avec le réel, entre le réel et la fiction, entre l'imaginaire, le rêve qui permet parfois de combler les vides, et puis il y a quelque chose d'obsessionnel dans cette histoire aussi, où vous êtes entre le petit-fils qui parle d'un grand-père, vous êtes aussi l'écrivain, vous êtes le père, et puis vous êtes un peu le narrateur. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on va dire ? Non pas poser la question de savoir si c'est un récit, si c'est autobiographique ou roman, c'est pas la question quand on parle de réel. C'est finalement qu'est-ce que vous dites au lecteur quand vous dites dès le départ, je ne sais plus quelle est la page, que ce livre est destiné, va vers ce M, cet enfant caché depuis longtemps. Vous nous mettez dans une position assez particulière, Sylvain Prudhomme, parce que vous nous mettez d'office dans une position, une place de lecteur assez particulière. Je ne sais pas si vous entendez ma question ou pas, mais en tout cas, on a bien le sentiment qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du réel et de la vérité, et que nous, avec tout ça, il va bien falloir qu'on fasse avec tout ça jusqu'à la fin. Ma première question est de savoir justement de quel endroit vous écrivez. Est-ce que c'est l'endroit de l'écrivain ? Est-ce que c'est l'endroit du petit-fils ? Est-ce que c'est l'endroit du père ? Est-ce que c'est l'endroit du réel, de la vérité ou de la fiction ? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir assisté à cette lecture. Je suis très heureux qu'on ait pu la faire avec Pierre Beau. Moi, c'était la première fois que je lisais avec Pierre Beau, que j'ai entendu plein de fois comme comédien. Et donc voilà, j'étais très heureux. Merci d'avoir permis ça. Par rapport à ce que moi j'ai l'impression, par rapport à votre question, c'est un peu tout ça à la fois, toutes ces places à la fois, celle du petit-fils, celle du père, c'est vrai, celle du narrateur, et aussi, j'espère aussi celle effectivement de l'écrivain qui essaie de mettre tout ça, de le rendre. Il faut à la fois que ça passe par soi, et après il faut lui donner une forme qui soit plus justement seulement celle du petit-fils, et essayer de la rendre partageable. Moi, le rapport au réel, vous avez à la fois parlé du rapport au réel et de l'oralité. Peut-être que c'est une des façons dont le réel existe très fort dans l'écriture. Quand on essaie de le raconter, c'est toutes ces voix qui reviennent nous habiter. En fait, moi, je pense que c'est cette oralité du texte, elle est beaucoup, elle vient beaucoup de. Ouais, là, il y a du souvenir de situation, ou parfois aussi peut-être il y a des situations qui sont imaginaires, qui sont fictionnées, mais qui reviennent un peu de façon obsédante, et elles sont toujours faites de phrases qu'on entend, qui viennent un peu sans cesse
heurter le souvenir ou l'imagination, la grand-mère qui sermonne Simon, les « je te bannis », moi je crois que j'écris beaucoup à partir de ça. C'est ça les déclencheurs de... C'est la forme que prend le réel en fait, c'est des choses qui viennent nous frapper du dehors comme ça très fort, et souvent c'est des phrases qu'on nous dit, et par rapport à la douceur, je pense que c'est aussi... Moi ça m'intéresse que souvent même les choses cruelles, elles soient dites l'air de rien, enfin que parfois ce qui nous blesse, ça nous blesse très, très doucement, très calmement, ça va nous rester à jamais, mais rien ne le laissait prévoir. Tout était calme alentour. Là, je me rendais compte en lisant qu'il y a plein de moments où la nuit est calme alentour, les arbres sont silencieux. C'est le même monde que toujours autour, la même nature, les mêmes objets qui sont témoins de tout ça. Et pourtant, nous, on est en train de recevoir quelque chose qui va nous marquer à tout jamais. Des phrases qui viennent par effraction, finalement. Ouais, effraction, je crois que c'est le mot. Et c'est ce que vous dites, qui finalement restent très longtemps et qui peuvent être endormies. On peut ne pas les remarquer quand on nous les dit, et elles peuvent ressortir quelques années plus tard. C'est aussi ça que vous travaillez. Vous travaillez la question de la mémoire. Oui, je pense. Enfin, vraiment, il y a là, c'est beaucoup un livre sur Là, les souvenirs appartiennent peu à Simon. En fait, il les provoque en fait chez ceux qu'il va voir. Il y a les souvenirs de Simon, tous les souvenirs des repas de famille. Je pense qu'on a tous ça en mémoire. Plein de la famille, ça remue tout ce qu'il y a de plus archaïque, toutes les choses ça nous habite sans même qu'on s'en rende compte. C'est là en nous tous ces souvenirs de scènes conflictuelles. Mais il y a Mais là, c'est vrai que c'est aussi beaucoup, je pense, un livre sur la mémoire de ceux qui entourent Simon, le narrateur. En fait, dès qu'on pose des questions, des choses reviennent, et elles reviennent en plusieurs fois. Petit à petit, elles se précisent. Au début, on croit qu'on ne se souvient pas. Et en fait, c'est là, quelque part, les choses mettent du temps à revenir éclore, en fait, dans le présent. Et voilà, c'est beaucoup là-dessus, je pense, sur le silence, le temps que... Comment dire, les choses, c'est pas simplement on s'en souvient ou on les a oubliées. Il y a une infinité de choses, d'états intermédiaires du souvenir entre ces. Voilà, ça remonte petit à petit. Ça arrive, donc, on le disait, hein, sur le silence, on l'entendait effectivement, ce qui se dit, le secret de famille, les secrets de famille sont au cœur de ce livre, ce qui fait finalement vous inscrire dans cette lignée de livres qui parlent de secrets de famille. En l'occurrence, là, c'est un enfant secret, un enfant de la guerre, comme on dit, mais ça pourrait, et c'est en ça que votre livre devient universel, parce qu'il raconte une histoire précise, une histoire de famille, c'est aussi un portrait de famille. Mais il devient universel en ce sens où il pose la question de ce qu'on fait des secrets, des silences qui durent, et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit, pour vous c'est un jour d'enterrement, ce secret en pleine figure, qu'est-ce qu'on en fait? Le narrateur décide, lui, d'en savoir plus, d'enquêter, sur M, d'enquêter aussi sur le reste presque de la famille, et il décide d'en faire récit. En ce sens, ça devient universel, et je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qui s'entend depuis quelques mois, depuis quelques années, sur tous ces livres qui parlent du tabou, de la transgression, du tabou familial. Est-ce que vous en avez conscience ? Oui, là, c'était assez net dans ce cas, parce qu'il y avait évidemment, il y a un matériau familial qui est au départ de ce livre. Et oui, là, j'étais, je pense, plus que jamais par le passé face à la question de transgresser ou pas l'interdit, et de désobéir ouvertement en écrivant le livre, ou pas. Et donc, là, ça c'est... Disons que j'ai mis quelques années à me décider à l'écrire, et c'est beaucoup la lecture comment dire, d'annonces comme celles qu'on a lues là avec Pierre, le moment où on entendait tous ces enfants qui cherchent leur père ou leur frère. C'est beaucoup en lisant des témoignages d'enfants qui avaient retrouvé ou la famille de leur père, ou dont la porte de la famille de leur père était restée fermée. Enfin voilà, et c'est en lisant beaucoup en mesurant à quel point cette histoire était celle de centaines de milliers d'enfants, je me suis dit, mais je vais pas moi aussi faire partie de ceux qui se conforment à la loi du silence. Enfin voilà.
Et j'ai l'impression que il y a énormément de secrets comme ça, de tabous qui perdurent aussi parce qu'on en a l'habitude. On a l'habitude de les... simplement de les prolonger sans grande malveillance, en fait. C'est très simple de laisser les choses continuer d'être tues, en fait. Oui, voilà, ça m'a fait un peu un choc en lisant beaucoup de témoignages. Je me suis dit, non, évidemment, quand on écrit, on est du côté de ceux qui pensent que c'est bien de nommer les choses, c'est bien de... ça va faire plus de bien que de... Enfin, ça provoque d'abord beaucoup de remous, mais évidemment, on est très convaincus que c'est... Ce qui fait finalement, ce que vous dites aussi, c'est le choix de nommer. Vous dites ça fera plus de bien. On sait aussi que ça peut aussi déstabiliser, faire exploser une famille. Il y a d'ailleurs autour du narrateur, autour de Simon, beaucoup de personnes qui lui disent mais non, ne sors pas cette histoire, que ce soit de la grand-mère, que ce soit la mère de Simon, qui plutôt ont choisi le silence. Et ce qui me fait dire aussi que j'ai trouvé que ce livre était le livre de l'intranquillité. D'ailleurs, c'est ce que recherche presque Simon. Lui, d'ailleurs, est aussi intranquille dans sa propre vie. Il est en pleine séparation, il est en plein questionnement. C'est un livre qui questionne ce moment justement où on bascule d'une vie, semble-t-il, tranquille, avec les repas de famille réguliers, avec les enfants qui grandissent, avec une vie amoureuse, etc., une vie installée. Et ce livre raconte cette intranquillité dans laquelle il est depuis quelque temps et dans laquelle il décide encore plus de s'installer. Oui, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des narrateurs qui sont dans cet état-là. Enfin, je suis persuadé que, effectivement, la littérature, elle est plus du côté de l'intranquillité, des questions, que de la clôture de tout et de l'absence de vagues. Enfin, voilà, évidemment, l'inquiétude aussi, il y a l'intranquillité. Moi, j'aime aussi le mot d'inquiétude, l'absence de quiétude. J'ai besoin que les narrateurs soient dans cet état-là. Et là, c'est vrai qu'on a dans le montage qu'on a fait, on a gommé toute la question de tout le fil qui a trait à la séparation de Simon. Mais oui, j'avais envie d'un narrateur qui est lui-même dans une solitude toute nouvelle, absolument déplacé, bouleversé dans tous ses repères et qui se tourne comme ça vers un autre esselé et qui... Voilà, en projetant beaucoup de choses sur cette figure et en se trompant en bonne partie aussi sur sur ce qu'a vécu M ou sur ce qu'il vit aujourd'hui. Mais oui, j'avais vraiment envie de mettre en présence ces deux. Pour moi, l'écriture, ces deux personnages, chacun affecté d'un grand coefficient d'intranquillité, voilà, et de traverser tout ça. Pour moi, un livre, c'est comme d'essayer de créer une sorte de zone de turbulence un peu dans laquelle ensuite moi avec mes personnages je plonge en fait, je plonge dans cette zone et avec une bonne part d'inconnu quant à ce qui va en surgir. Moi j'avais vécu une séparation peu de temps avant, voilà, c'est pas du tout la même temporalité dans ma vie, mais en tout cas je me suis dit mettons ces deux situations là qui ont à voir, mettons-les en coprésence et traversons tout ça, on verra ce qui en sort. Voilà. Ce que vous dites, c'est que j'enfonce une porte ouverte, hein, mais c'est qu'un écrivain écrit avec lui-même, on écrit avec soi-même et on écrit aussi avec le monde qui nous entoure. On fait avec les deux choses-là. Oui, et soi-même, c'est sans cesse le monde. En fait, on est sans cesse traversé. Enfin, tout ça circule sans cesse. Et pour moi, la question, c'est vraiment d'essayer à chaque fois de faire que le livre soit traversé de questions qui sont quand même un peu celles qui m'occupent pour de vrai dans ma vie à ce moment-là. J'ai vraiment, je crois profondément à cette chose. Voilà, c'est aussi, on le dit souvent aussi, c'est une porte ouverte mais la nécessité, il faut que, oui, on retourne chaque fois au livre avec quelque chose qui nous met pour de vrai un peu en
en danger ou face à, comment dire, c'est pas un grand danger, mais c'est juste face à l'inconnu de ce que ça va nous révéler à nous-mêmes. Voilà, et ça c'est possible que si on raconte pas quelque chose qui est loin, qui est complètement. J'ai toujours peur que ce soit gratuit, que ce soit superflu. Enfin voilà, donc. Alors vous me dites, et en tout cas Simon a une définition de son métier d'écrire. Il dit « J'ai pensé que comme M, je faisais partie des êtres qui avaient un problème avec le monde, n'arrivaient pas à s'en contenter tel quel, devaient, pour se le rendre habitable, le triturer, le rêver autre. J'ai pensé que j'étais le frère de M, dans l'ordre des condamnés au remodelage, à la fiction, son frère dans l'ordre des intranquilles, des insatiables et des boiteux. » Oui, ça rejoint ce qu'on disait un peu. Non, mais effectivement, ce sentiment que je pense que la littérature, elle a à voir sans cesse avec une insatisfaction qui n'est pas forcément du tout douloureuse ou quoi que ce soit, mais l'envie, c'est quand même une envie de sans cesse revenir sur du vécu, sur des bouts de réel, des choses éprouvées, des choses senties, et de les refaçonner. C'est pas forcément pour les réparer ou mais c'est en tout cas de retourner là-dedans, de retourner s'y confronter, de les retraverser, peut-être pour mieux comprendre ce qui s'est joué. En tout cas, on a besoin d'y retourner. Et sans cesse. Bon, voilà, moi, je suis vraiment convaincu que c'est de la vie à nouveau, mais comme augmentée, parce qu'on la regarde de plus près. Donc c'est pas du tout à côté de la vie, c'est pas du tout à côté du monde, c'est plus que jamais la vie, plus que jamais le monde. Et on y retourne parce qu'on a envie de retourner au contact de ça, d'en refaire l'expérience encore. Donc oui, ça a à voir avec quand même une intranquillité. Quelle est la quête première de ce livre? Il y a effectivement cette enquête, cette quête qui va vers M pour le connaître, comme je le disais. Il y a une deuxième quête, c'est ce propre narrateur, Simon, qui presque en quête aussi de sa propre vie, presque une quête. Il dit à un moment donné, qu'est-ce que c'est qu'être joyeux? C'est aussi cette question du bonheur. Quelle est la quête première, finalement? Les deux s'entremêlent, vous allez me répondre. Et moi, j'ai une troisième quête. Ils vont tous les deux vers la même personne, c'est ce grand-père. Simon dit à un moment donné, le jour de l'enterrement, j'ai pas retrouvé la page, on a très peu de temps pour la discussion et je ne veux pas perdre ce temps-là. On a le sentiment, et vous-même aussi, vous avez écrit quelque chose sur votre grand-père il y a déjà quelques années. Il y a le sentiment que la vraie quête, c'est de comprendre totalement ce grand-père un peu taiseux, qui donnait une image de lui, mais qui avait beaucoup de choses derrière. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la vraie quête? C'est de percer ce mystère d'un grand-père qui a l'air quand même d'avoir été très important. Et tous les deux vont vers la même, que ce soit le M à 15 ans avec son taxi qui va vers ce grand-père, qui refuse de lui ouvrir la porte. Et on sent bien que pour Simon, il y a aussi une porte qui ne s'est pas ouverte. C'est vraiment possible. Enfin, je crois que c'est vrai, les trois quêtes que vous dites. Moi, je m'en rends mieux compte maintenant, mais en tout cas, forcé de constater que ça fait 2 fois que j'écris des livres où il y a ce grand-père qui est central. Et pourtant, j'ai pas d'appétence particulière pour les livres familiaux. Enfin, je pensais pas faire ça. Donc, ça veut dire que ça me taraude. Il y a quelque chose. Il y a l'envie là de retourner au contact de cette figure. Et c'est bon. C'est le mystère des figures comme ça qui sont un peu lointaines, parce que là, moi, sans entrer dans l'autographique, mais c'est un grand-père que je voyais 1 fois par an, donc c'est très loin. C'est pas, mais manifestement des figures un peu fascinantes aussi, de complexité. Je pense que c'est des personnages, tous ces personnages un peu terrifiants comme ça, ces statues du commandeur. Il y a quelque chose qui aussi sans cesse interroge les limites, aussi pour nous, pour notre propre vie, parce que c'est des personnages qui transgressent sans cesse aussi
je pense que c'est des personnages faits de beaucoup d'égoïsme, qui vont loin dans l'exploration de ce que ça peut, de ce que ça peut être la vie quand on se fâche avec tout le monde, quand on se fiche à peu près de ce que vont penser les autres, de ce qu'ils vont souffrir, de ce qu'on leur inflige. C'est des sortes de personnages limites dans la voie d'une liberté très, très, très égoïste. Et en fait, je pense que ça explore en le poussant un peu à l'extrême des choses qu'on a tous en nous, parfois des tentations, des envies et là, je pense que j'avais un personnage en face de moi qui avait l'air d'être allé assez loin dans tout ça, et ça m'intéressait et en même temps probablement aussi assez avec une sorte de charisme, avec de la gueule, quoi, aussi. Donc il y a une injustice profonde, c'est toujours sur ces gens-là qu'on écrit des livres et pas sur ceux qui subissent donc voilà, là, moi-même je m'interroge. Là, dans ce livre, j'ai beaucoup essayé justement de remettre la grand-mère, parce que je m'étais rendu compte que dans le premier livre que j'avais écrit il y a 10 ans, qui parlait j'ai écrit je veux dire pas plein, mais d'autres livres qui parlent pas du tout de ma famille ni de mon grand-père, je rassure vraiment tout le monde. Mais c'est vraiment pas une obsession non plus et je pensais pas quand j'avais écrit le premier il y a 10 ans que j'allais en écrire à nouveau un là. Mais là, je me suis un peu dit, je vais essayer de parler quand même de cette grand-mère avec qui j'étais bien plus proche, et c'est pas juste qu'elle a été effacée complètement dans le premier livre et que j'ai parlé que de lui. Alors vous parlez d'elle, moi je voulais vous poser justement la question de la place des femmes. Il y a quelques femmes qui sont là, oui. Mais qui sont presque en périphérie, alors qu'elles ont été pour certaines gardiennes d'un secret. Oui. Pour d'autres, elles refusent de regarder le passé. Pour d'autres, elles sont en partance. Et oui. Une autre est absente. Et l'allemande est morte. Oui. Elles sont en périphérie, mais elles sont très importantes. Oui, là, moi je me suis interrogé notamment beaucoup sur la figure de cette jeune femme allemande, en fait, parce que j'avais la très claire conscience que son destin, c'est celui de beaucoup de jeunes femmes de l'après-guerre, enfin aussi bien françaises qu'allemandes, enfin mais qui se sont retrouvées jeunes mères d'un enfant dont le père était parti. Enfin, c'est des situations de vie très 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 difficiles. Voilà, il y a beaucoup de livres d'historiens qui racontent le destin que c'est ensuite pendant des années d'avoir cet enfant. Et au début, j'avais voulu davantage essayer de tourner autour de cette figure. Et petit à petit, je me suis résigné en fait au fait que tout était écrit Enfin, ça aurait plus de force à être du point de vue de Simon. En fait, moi, comment dire, je me sentais un peu condamné à ce point de vue, en fait, et je me suis dit, ça va plus être un livre sur ce qu'on devine justement du courage ou de la liberté de ces femmes. Même d'Ima, la grand-mère, on sent bien que c'est une femme très, très, très forte qui, en même temps, elle est dans ce paradoxe qu'elle appartient à une génération où on protège le mari, les secrets du mari. On fait bloc avec lui, mais on sent qu'elle a une sorte de courage très grand, de force très grande. Mais je me suis dit, il faut qu'on sente ça, que ça affleure partout, sans que je puisse malheureusement passer de l'autre côté. En fait, mais j'avais envie qu'on le sente là partout, à l'arrière-plan, et que cette figure de la jeune femme allemande. Je me suis dit, tant pis, on va suivre le cheminement de Simon et la découvrir petit à petit, comprendre petit à petit ce qu'elle a vécu. Je pense qu'on comprend que le lien est resté très fort toujours avec Malouchi, mais j'avais envie que tout ça apparaisse au moment où ça devait apparaître. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une grande histoire d'amour, et vous commencez le livre par ça, que vous fantasmez, que vous imaginez, mais ça commence par une histoire d'amour, et ça, on n'en doute pas du tout, parce que l'écrivain nous le dit et nous la raconte. Vous avez fait le choix d'une lecture à voix nue, sans musique. Oui. Or, la musique est très présente dans ce livre. Cette grand-mère, Ima, joue du piano, même à 95 ans. Pour quelle raison ce choix de voix nue? C'est pour encore plus entendre le silence? Il y a plein de raisons. Moi, j'avais jamais fait ça sans. Ça m'est déjà arrivé de faire des lectures musicales, et j'avais très envie qu'on essaie ça avec Pierre Beau, qui est un
un ami proche. Et donc, je sais pas, plein de fois, j'ai vu Pierre faire des lectures qui étaient des lectures sèches, comme ça, justement, sans... Oui, Bon, quand il y a eu la proposition d'Effraction et de Blandine de faire une lecture, je me suis dit, allez, essayons ça, c'est l'occasion rêvée. Mais c'est vrai que peut-être, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un texte qui a beaucoup à voir avec le silence, avec le... c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais je crois que c'est vrai, ça dit quelque chose, oui, sans doute. On a vraiment tellement de temps. J'aurais aimé qu'on parle des paysages, parce que le silence est aussi les paysages que vous observez, que vous décrivez. Il y a les paysages donc qu'on voit, et c'est le côté description crue. Il y a les paysages qu'on dirait intérieurs, vous savez, les sentiments, les émotions. C'est Orhan Pamuk qui dit ça, et vous avez vraiment cet équilibre entre les deux. Mais je voudrais boucler la discussion pour permettre les dédicaces après. Je disais que c'était peut-être une boucle que vous fermiez, en plus avec une porte ouverte, avec ce mot « entre ». On imagine que le narrateur entre et la porte se referme. Ce livre-là fait écho à un autre livre où il y avait déjà cette scène-là. Il y a eu le grand-père aussi raconté. Est-ce que vous fermez une boucle ou pas du tout avec ce livre ? Oui, j'avais vraiment le sentiment qui se reliait très fort à cet autre livre que j'avais écrit il y a 10 ans, qui s'appelait La Ave d'Ibaï. Oui, je me disais, en fait, jamais j'aurais pensé écrire ce livre-là. C'est la découverte de ce secret. Et je me suis dit, oui, les deux vont ensemble. Et oui, j'avais envie qu'on s'arrête aussi au seuil de la maison de M, en fait, aussi un peu pour affirmer le fait que ce qui m'avait importé dans tout ce livre, dans l'envie de l'écrire, c'était pas tant de connaître les faits, de tout savoir de ce qui s'était passé. C'était plutôt tout ce chemin. Je pense que c'est beaucoup un livre sur l'autorisation, le temps qu'on met à s'autoriser à demander ce qu'on a envie de savoir, ou à aller voir la personne qu'on n'ose pas aller voir, qu'on nous a interdit d'aller voir. C'est beaucoup un livre, je pense, sur l'autorisation qu'on se donne à soi-même. Et après, ça appartient à M. Ça me plaît que ça reste, c'est le mystère de sa vie. Et voilà, c'est bon. Et en fait, ce chemin-là, c'est vraiment beaucoup moi l'autorisation que j'ai dû aller conquérir sur moi-même par rapport à l'interdit de l'écrire, le livre. En fait, c'est ce chemin-là, tout simplement, qui fait Simon. Oui, il suffit d'y aller, en fait. Il y a plein de choses très souvent dans la vie, il suffit d'y aller, il suffit de poser la question qu'on n'ose pas poser. C'est là, et ça tient qu'à nous, en fait. Les choses cachées, elles sont aussi cachées parce qu'on n'y va pas. Enfin, voilà. Il faut... Ouais. Donc, finalement, c'est pas un livre sur l'intranquillité, c'est un livre sur l'audace, sur l'autorisation de vivre des choses. Vous l'écrivez, voilà. Je me suis dit que j'aimais ça, que je voulais que ma vie soit toujours faite de ça, de moments ouverts, remplis d'interrogations, de vertiges, parce que c'est aussi ça, ce livre, c'est le vertige, moment où chaque chose alentour vibrait, chaque terrasse m'appelait, chaque panneau semblait devoir me conduire vers un endroit désirable, puisque finalement ça rejoint aussi ce que vous dites, c'est un peu ça, c'est s'autoriser le vertige et que la vie et l'écriture soient faites de ça, de ces choses ouvertes. Oui, ça rejoint la question là il y avait le mot désirable, oui, du désir, je pense, le fait d'oser le vivre, d'oser l'assumer, et donc là c'est le désir de savoir, en fait, mais oui, je pense que c'est un bon guide. Bon, ouais, je pense le fait d'oser, vous disiez l'audace, bon, moi j'ai l'impression que l'écriture, elle a profondément à voir avec ça, avec le fait d'oser nommer, d'oser de pas. Voilà, moi je pense que c'est la chose que j'essaie la voie dans laquelle je m'efforce, en fait, qui a à voir avec avec la vérité, avec le fait d'oser la dire, d'oser la dire un peu de façon directe. Moi, je pense que je fais souvent des digressions avant de la dire. Et oui, moi, je sais qu'en tout cas, pas seulement dans l'écriture, mais les deux se rejoignent dans la vie. Ça m'intéresse d'être de plus en plus capable de
dire ce que j'ai envie de dire là, et ça rame. Je crois qu'on a compris. Merci infiniment. Un enfant dans le taxi aux éditions de Minuit, Sylvain Prédhomme. Merci beaucoup à vous, merci infiniment.